On a vu Mikhail Ryabko fouetter des gens, mais c'est vrai que c'était un travail qui était assez subtil et toi-même tu m'as donné un éclairage dessus que j'ai trouvé intéressant si tu voulais le partager. Ouais, Salut Chita. salut. Alors ce soir tu voulais nous parler un peu de Systema mais au sens large du terme, t'as pas mal de choses à nous raconter dessus. Oui, ça fait longtemps que j'avais envie de faire une vidéo un peu interview comme ça. Je cherchais un peu le format. Donc bah, déjà, je te remercie de te prêter à ce jeu de questions-réponses. Notamment après les derniers séminaires récents, là où il y a Mikhail Ryabko et Vladimir Vassiliev qui sont venus à Paris pour donner deux séminaires et où bon, ils ont montré plein de choses, certaines choses assez subtiles, un petit peu fines. Et je me suis rendu compte à quel point il y avait plein de gens qui étaient complètement perdus. Pas tous évidemment, les anciens ça voyait très bien ce qu'ils faisaient, mais et je m'étais dit que ça pourrait être intéressant de faire voilà, une espèce de petite vidéo interview pour essayer de clarifier ce qui s'est un peu passé à ces séminaires et même autour du système en général qui souvent est mal compris dans pas mal de milieux au niveau arts martiaux quoi. C'est vrai, alors du coup ça va me demander un petit effort mais je vais essayer de jouer le personnage du gars qui connaît rien du tout en Systema. Et alors je me demande, mais le Systema, est-ce que c'est efficace par exemple face à du MMA ou de la boxe thaï ou... Alors ça c'est une question qui revient très souvent, il y a énormément de gens justement dans le milieu du free fight qui sont extrêmement dubitatifs. Je ne compte plus le nombre de gens qui sont venus ou me voir ou moi ou d'autres amis instructeurs remplis de et qui sont repartis, mais tous en fait ils sont repartis, genre ah oui oui si c'est chouette. Il y avait un gars, je vais pas le nommer, mais qui était d'ailleurs justement qui a eu l'humilité de venir au dernier séminaire. Un gars assez connu sur internet qui a fait pas mal de Kyokushinkai, de survie, de trucs, enfin voilà, il se reconnaîtra. Voilà, qui est venu, mais bon, plein de gens. Oui, évidemment, c'est efficace, mais c'est pas efficace face à, parce que dans la question, il y a face à. Mhm. Et face à, ça présuppose qu'on est d'accord pour se battre, qu'on est d'accord pour se mettre face à face. Mais ça, c'est pas ça le système. Le système, c'est pas se mettre face à des gens. La base du système, c'est de pas être dans l'angle. Mhm. Donc, si déjà on se retrouve face, c'est qu'on a accepté de jouer le jeu de la personne qui voulait qu'on soit face à. Pourquoi est-ce que vous voulez que je me mette face à quel est mon problème dans la vie pour que je me mette face à? Enfin, je veux dire, Je normalement, vois. les gens bien élevés, à peu près équilibrés psychologiquement dans la vie, ne se battent pas. En général, hein, je dis pas qu'il n'y a pas des causes qui méritent, mais souvent c'est on s'est merdé dans la vie si la dernière option qu'on a c'est ça. Alors on est d'accord qu'il y a la self-défense après. Mais même en self-défense, l'idée c'est d'apprendre à gérer la situation de façon suffisamment fine en amont pour que si affrontement il y a, parce que des fois effectivement on ne choisit pas, hein, tu te balades sur le métro, il y a une bande de jeunes qui est là et qui a envie de faire du happy slapping et dire oh lui on va se le faire, bon ben voilà ça tombe sur ta gueule, mais d'avoir suffisamment géré l'environnement, ses propres émotions, les émotions des gens, pour que si les gars ils payent pour voir, ils le fassent hors de leurs axes et nous en restant dans les nôtres. Et de ce point de vue-là, oui, en fait, tout le système, ça va être ça. Donc il ne s'agit pas de se battre en système. Mais quand je dis il ne s'agit pas de se battre, c'est pas de la rhétorique pour dire ah non, non, je veux pas, parce que je suis pas capable et j'ai envie de le cacher. C'est pas ça. C'est que c'est simplement pas ça le propos de la discipline elle-même. C'est exactement comme. Genre, personne dit au judo, ouais, mais si je te frappe. Non, les gens comprennent qu'en judo, c'est pas le projet en fait, c'est pas le propos. Mais bah, pour le système, c'est la même chose en fait. Oui, sachant qu'en plus au judo ils vont travailler que de la projection ou de la saisie, mais à la base il y a aussi des idées sous-jacentes applicables dans un cadre où bon ils vont Je, pas se fumer pour pas se blesser. je simplifiais pour le Ouais. judo. Kano disait qu'au bout d'un certain temps, à partir du premier dan, le judoka devait s'exercer contre les coups de poing, les coups de pied, avec une garde proche de la boxe, disait-il, etc. Évidemment, je simplifie pour la clarté du propos, bien sûr. Oui, c'est marrant que tu prennes l'exemple du judo parce que en fait même à la base le judo était fait enfin était une salle défense. Je crois que c'était la police de Tokyo qui l'étudiait. En fait, il s'entraînait qu'avec des saisies et des projections, mais c'était aussi pour pouvoir s'entraîner en étant engagé sans trop se blesser. Enfin, je crois qu'il y a une Ouais, notion. oui, c'est comme ça que s'est développé au Japon la pratique du randori qui n'existait pas dans les écoles classiques de jujitsu. Hein. Le randori, c'est saisir le désordre. C'est justement, c'est dans un système, faire d'un système ouvert un système fermé pour essayer de développer quelque chose. C'est ça l'idée de randori. Donc dans randori, il y a forcément l'idée de réduire quelque chose.
Bon, bah, c'est pas inintéressant. Je pense que quelqu'un qui n'a jamais fait de combat de sa vie passe probablement à côté de quelques prises de conscience, ça c'est très clair. Est-ce qu'il faut par contre en faire toutes les semaines pendant 30 ans Ça, je suis vraiment pas certain. Et je dois dire que plus je gagne en maturité et en expérience dans le domaine des arts martiaux, plus je trouve que c'est même une façon de s'entraîner qui est au final relativement contre-productive, à mon avis. Voilà. Donc c'est parce que normalement dans le judo ancien il y avait des frappes sur les points vitaux, voilà plein de choses comme ça, mais qu'on ne peut pas faire tous les jours à fond. voilà, donc c'est pour ça que bah, ils ont découpé, on va faire des katas d'un côté, on va faire du randori de l'autre, on va faire voilà, etc. Et après on remet tout ensemble. Un peu pareil que ce qu'on fait à faire en systéma finalement, on va pas tout de suite sortir toutes les armes, toutes les vitesses de travail et y aller. Alors oui, sauf que en systéma, même si on commence en segmentant comme ça, l'idée après c'est quand même de réunifier le truc, jusqu'à des exercices un peu vraiment avec 3 personnes, des armes et on se débrouille, enfin voilà. Voilà, alors qu'en judo, j'ai jamais vraiment vu ce travail de réunification. Dans les vieilles écoles de Jiu-Jitsu, il y a ce mélange de saisie, de frappe aux points vitaux, où jamais on ne saisit en fait. On saisit en frappant un point vital dans le même mouvement pour ensuite projeter sur quelqu'un qui est déjà décentré. Mais dans ces cas-là, on ne fait pas de randori. Enfin voilà. Donc il y a une fracture fondamentale dans les façons de concevoir les choses justement dans ces disciplines, en tout cas au niveau de profondeur et d'initiation auquel j'ai vu. Voilà, alors qu'en systéma, il y a vraiment ce désir d'aller réunifier les choses dans une pratique totalement libre. C'est ça, parce que ouais, sur Internet, quand même, il y a beaucoup de gens, on peut regarder des vidéos de systéma et se dire, on comprend pas trop, ils sont habillés des fois en treillis ou on sait pas clair. Il n'y a pas de grade par exemple, enfin c'est. Ouais, mais ça en fait c'est très franco-français déjà. Hein. En France, on aime bien les diplômes, les trucs très académiques, les institutions, etc. Les garanties. Hein, en systéma, il y a pas de grade, il y a des rôles. Il y a instructeur in training, c'est-à-dire un instructeur en formation, jeune instructeur, genre je commence à enseigner mais je maîtrise pas encore tout, et instructeur validé, bon voilà. Mais l'instructeur c'est juste la personne qui anime la classe, c'est pas, il y a pas une compétence particulière. Moi-même je me suis entraîné certains moments, des fois je vais dans certains pays d'Europe, même pour voyager comme ça, et puis bah, j'essaie toujours de passer, voir s'il y a des clubs de systéma, et j'ai vu des gens qui avaient des niveaux qui s'entraînaient pas forcément depuis très longtemps, qui avec 4 ou 5 ans de pratique, animaient des petits groupes, ils avaient encore beaucoup de choses à apprendre, et alors, tout le monde a plein de choses à apprendre. Puisque le but en systéma, c'est pas de savoir qui est la plus grosse, parce que si jamais je suis dans cette optique-là, je me tends. En fait, c'est un manque de foi. Là, on repart sur autre chose, on parlait avant le début de l'interview, mais on repart sur la foi. Le grade, c'est une façon d'essayer d'avoir des garanties. On se dit, ah bah un tel, il est 5e dan, 8e dan, donc il est bon. Mais en fait, ça veut dire que je cherche à l'extérieur de moi-même un point d'appui psychique pour gérer mon insécurité. Le systéma, c'est de trouver ce point d'appui à l'intérieur de soi, avec la foi et avec la connaissance de soi. Et à partir de là, bah, je peux me prendre moi-même avec ce que je sens et la vie qu'il y a en moi et que j'expérimente par la respiration. Je peux prendre ce point central pour prendre mes décisions, et donc à partir de là, j'ai plus besoin de grade, de rôle, d'institution, de fédération ou de n'importe quoi qui me dirait qu'est-ce que je dois penser et comment je dois vivre en fait. Parce que ça, en termes d'art martial, c'est terrible. Parce que je ne peux réellement me défendre dans des situations extrêmes. C'est qui je suis au plus profond de moi-même et de mon intimité qui va me permettre de survivre. Si je dois utiliser les process de quelqu'un d'autre, ça peut marcher. Si on était un peu proche avec la personne qui a fait les process, mais ça peut ne pas marcher. C'est pour ça que dans les temps anciens, en Chine notamment ou au Japon, parfois ils envoyaient leurs fils, ils les montaient jusqu'à un niveau de base, et après ils allaient les envoyer chez maître un tel ou maître un tel, parce qu'ils sentaient qu'il y avait une proximité de caractère, de morphologie, et que ça allait davantage respecter le naturel, et Dieu sait qu'à cette époque-là, ils rigolaient pas avec la survie, et qu'il fallait que ce soit aligné, et on pouvait pas se permettre d'être dans une espèce d'idéologie, fût-elle diplômé d'État. Tu parles aux pratiquants de se mettre face à eux-mêmes ce qu'ils sont et de vivre la pratique comme elle vient. Et du coup, il y a pas de, enfin, comme il n'y a pas de grade, il n'y a pas de validation extérieure, si le pratiquant veut savoir s'il est bon ou s'il est efficace, justement, en fait, il doit accepter d'être son propre référentiel, il n'a pas de moyens. C'est là où il y a une grosse différence avec les sports de combat. En sport de combat, si tu veux savoir si t'es bon, c'est pas compliqué, tu fais une compétition, tu la gagnes pas, c'est clair et net. T'arrives sur la première marche du podium, bah c'est au moins que t'as été le meilleur ce jour-là.
Mais n'importe qui a fait un peu de compétition régulièrement sait qu'un jour on gagne, un jour on perd, ça dépend d'une foule de facteurs. La préparation mentale, ta nana t'a quitté la veille, bon bah c'est plus difficile, tu t'es tordu la cheville avant, bah c'est machin, t'as pas bien dormi, enfin... Il y a une foule de paramètres. En self-défense, il y a encore plus de paramètres. Donc en fait, ça veut rien dire être bon. Être bon, quelqu'un qui se dit est-ce que je suis bon, il est encore dans une insécurité. Ça veut dire qu'il se fait encore dépendre de quelque chose d'extérieur à lui pour se sentir. Et donc ça veut dire qu'il est coincé psychologiquement dans un truc. Et l'idée en systéma, c'est simplement de le voir, simplement de se poser, de dire ben voilà, moi je suis ce que je suis, quoi, en fait, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais souvent on rajoute comme ça des barrières par-dessus. Et on se dit, ah mais j'ai tel diplôme, j'ai tel dan, je suis champion de trucs, et j'ai de la valeur, hein, du coup, n'est-ce pas? Et en systéma, on invite à dire, ah bah ok, je doute de moi, d'accord. Bah ok, super. Moi aussi je doute de moi, toi aussi tu doutes de toi, tout le monde doute de soi à un moment. Enfin, les gens qui doutent jamais d'eux-mêmes, c'est pathologique, en fait. C'est marrant parce qu'en parlant, en fait, je retombe dans un enfer de la comparaison. Et en même temps, c'est vrai que dans le système, on peut voir des gens qui vont vous dire c'est plus important que tu te sentes bien et que tu te respectes plutôt que d'arriver à un résultat ou de bien faire un exercice. Ouais, en système, on se centre sur le processus. Le processus est plus important que le résultat. Enfin, en tout cas, on essaie d'avoir cet état d'esprit. Ça ne veut pas dire que le résultat n'est pas important, mais ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas avoir un résultat si on ne fait pas attention au processus. Tu ne peux pas faire un gâteau si tu ne respectes pas une recette pour avoir le gâteau. Tu peux le faire sur un coup de chance, mais le système a la prétention d'être une méthode. Donc une méthode, ça veut dire que si tu appliques la méthode, tu arrives au résultat. Et dans la méthode, l'idée de la méthode, c'est de ne pas s'attacher au résultat, mais de s'attacher à la qualité de chaque élément du processus. Autrement dit, tu ne mets pas ton esprit dans plus tard, tu mets ton esprit dans ce que tu es, c'est très zen en fait. Hein. Voilà, si tu es en train de te déplacer, tu te déplaces, tu es en train de tomber, tu tombes, etc. Si tu es en train de te relâcher, tu te relâches, de respirer, tu respires. Et en étant pleinement à ce que tu fais, du coup tu incorpores l'information qu'il y a dans l'exercice, et de là tu peux passer au suivant. Et si tu fais chaque étape comme ça, tu arrives à quelque chose de vraiment intéressant sur un temps beaucoup plus court d'ailleurs, puisque ça a été fait par des militaires pour former des gens rapidement, hein, pas pour garder les élèves et délayer la sauce. Voilà, et tu peux arriver à quelque chose de très intéressant sur un temps assez court à partir du moment où tu suis la méthode. Au stage de Ryabko et Vassiliev, comme ça, je voyais, il y avait une petite nana, là, une élève assez régulière d'un prof du nord de la France, et waouh, franchement, elle bougeait, c'était génial, quoi. Tout était bien droit, les machins, tout était en place, quoi. Alors que je sais qu'elle fait depuis 4-5 ans, un truc comme ça. Mais c'était... waouh, 4-5 ans en karaté Shotokan, t'as péniblement une ceinture noire. Voilà, non, là c'était vraiment. Elle savait de quoi elle parlait. Hein. C'est cette impression un peu que j'ai eue moi en voyant justement les Russes nous faire travailler dans ce séminaire, c'est que le système, comme tu viens de dire, est militaire, il est dans une certaine réalité pour remplir une certaine fonction. Et j'ai l'impression qu'il y a un glissement qui s'est fait quand il est arrivé dans nos pays. On est plus individualiste à rechercher le loisir, la gratification. Et à un endroit, il me semble qu'il y a une forme de non-sens dans la pratique, en l'abordant avec un référentiel bien de chez nous, on va dire. C'est évident que si t'es commerçant et que tu viens 2 fois une heure et demie par semaine et que tu te prends pour un spetnaz, il y a un problème. Mais ça, c'est la même chose avec n'importe quelle activité. Je pense aux arts martiaux asiatiques, de se prendre pour un samouraï ou un Ochen, etc. Ça n'empêche pas qu'il y a plein de gens qui le font avec un grand sérieux, mais qu'entre jouer sérieusement et être, il y a un petit décalage. Voilà, après la question moi, qui se pose, c'est est-ce que le passage d'une culture à l'autre va créer quelque chose, un ovni fécond ou un hybride fécond. Quand tu me poses cette question, je pense typiquement à Christian Tissier, et qui a tellement européanisé son aïkido, mais qui a complètement assumé de le faire. Assumé de le faire. Moi, je sais qu'à une époque, quand j'étais professeur de ninjutsu, j'assumais complètement aussi de proposer un ninjutsu européanisé et adapté à nos latitudes, par opposition à quelque chose qui tire vraiment ses racines de la culture. Après, chacun voit midi à sa porte par rapport à ce qu'il a envie de faire, et dans le système, il y a plein de gens qui sont de culture russe, qui sont mariés à des Russes, qui font à côté, de la danse russe, à l'église orthodoxe, etc. Je pensais en fait surtout à l'idée des gars qui s'entraînent ensemble pour s'aguerrir et augmenter leurs chances de survie à la guerre, versus ce qu'on peut voir parfois en France de gens qui viennent quand même au système pour se mesurer et savoir qui est fort.
Ça, c'est Et une perte de temps. D'un ouais. point de vue systéma, c'est Mm. vraiment une perte de temps. Euh, Effectivement, ça a été fait pour des groupes militaires, donc l'idée c'est de faire une équipe. Et en plus, dans la méthode du systéma, une des premières briques de base, c'est de créer un collectif dans lequel il y a une bonne ambiance, exactement comme une troupe de théâtre. Une troupe de théâtre, tu peux pas être sur scène et faire du bon théâtre si y a machin qui couche avec truc, un tel qui en veut à un tel, etc. Comme on travaille sur les émotions, sur la pierre brute comme ça, il faut qu'il y ait un terreau fertile pour que ça puisse pousser, qu'il y ait une forme de fraternité, de confiance réciproque, parce qu'on va se frapper, on va se faire du mal, on va se tordre dans tous les sens. Donc s'il n'y a pas dans le fond une vraie confiance, c'est très difficile. Et c'est très difficile dans des cours où on est dans une approche trop consumériste, où il y a 40 personnes par cours, 300 inscrits au club, et où en fait c'est jamais les mêmes qui se croisent. Et bon, ou pas. Si le truc est bien géré, on apprend aussi un système à très vite calibrer la personne qui est en face de nous pour voir à qui on a affaire et trouver un endroit, un terrain d'entente où l'échange va être fécond. Le systéma s'entraîne, on parlait avant l'interview de survie en système ouvert, c'est ça? Tu peux développer un peu sur la notion système ouvert si ça me permet? Ouais, ben C'est un peu ce que tu disais sur la compétition. ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu fais, par exemple, je sais pas, du grappling, du jiu-jitsu brésilien ou du grappling, par exemple, ou de la boxe anglaise, typiquement avec la boxe anglaise, ou même le kendo. En kendo, c'est encore plus clair. En kendo, il y a 4 coups. C'est clair. T'as main, dos, ski, côté. T'as 4 coups et c'est tout. Donc le nombre d'occurrences est limité. Donc tu sais que tu vas devoir travailler pour maîtriser ces paramètres. Et donc en épistémologie, on sait que dans les systèmes fermés, la différence entre un néophyte et un expert, c'est gigantesque. Genre, tu prends un shinai et tu vas essayer de faire du kendo, tu te mets face à un septième dan, tu le toucheras pas une seule fois et lui il va se balader. Pareil si tu vas faire du grappling dans une académie de jiu-jitsu brésilien, t'as beau être bodybuilder machin, le gars il fait 30 kilos de moins, il te retourne, il t'étrangle. C'est clair, c'est reproductible, c'est extrêmement robuste épistémologiquement parlant. La self-défense, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est une activité qui est dans un système ouvert, donc on ne sait pas quand, dans quel état de santé, est-ce qu'on verra même voir la menace, combien ils seront, est-ce qu'il y aura des armes, des chiens, un environnement, enfin donc dans ces environnements-là, on ne peut pas, par une méthode scientifique, déterminer avec clarté qui est expert et qui est non expert. Ça n'a pas de sens au niveau épistémologique. Bon, néanmoins, il y a quand même certains gars en systéma que j'aurais pas du tout envie d'aller me prendre. Donc, comme quoi, on gagne quand même quelque chose, mais cette chose est difficilement mesurable et quantifiable. Et le problème, c'est que pour des gens qui ont une idéologie un peu scientiste, si c'est pas mesurable et quantifiable, ça n'existe pas. Et ça, il faut juste revoir ses bases en épistémologie en fait, puisque absence de preuve n'est pas preuve d'absence. Enfin bref. Et ce qui est terrible, c'est que dans le milieu des arts martiaux, sans vouloir faire un procès d'intention ou être dévalorisant, c'est pas du tout ce que je dis, mais euh, notamment dans les arts martiaux de contact, on a une sociologie de gens qui n'ont pas forcément un niveau d'études très élevé. Il y a plein d'exceptions. Et puis il y a plein d'autodidactes aussi, il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Vraiment, je ne suis pas du tout en train de faire des grosses généralités comme ça. C'est juste des réalités sociologiques. Et dans lesquelles ces gens-là n'ont pas forcément cette conscience de l'épistémologie. On l'avait vu il n'y a pas longtemps sur les interviews entre Roper, et Diabaté, etc., où on voyait qu'au niveau épistémologique, il y avait des bases fondamentales qui n'étaient pas acquis, et que dès qu'on a envie de répondre vraiment à une question, ça demande les outils qui sont avec. Alors très souvent, les gens vont dire « Ouais, mais c'est du blabla de mec, viens mettre les gants, etc. » Mais en fait, ils évacuent la problématique, et ils n'ont même pas conscience de la complexité de la problématique. Ce qui est encore pire d'ailleurs, parce que la misère intellectuelle est déjà quelque chose de terrible, mais la misère intellectuelle qui s'ignore, c'est encore pire. Est-ce que justement, ces deux mondes un peu, parce qu'il y a aussi le monde de la patate brute qui met des gants et qui se mesure, est-ce que ça va bien, systéma plus sport d'opposition, sport de contact? Est-ce que des pratiquants qui ont envie de jouer sur les deux tableaux, ça peut les nourrir sur les deux tableaux? Ou est-ce qu'à un moment ils vont peut-être plafonner ou rencontrer un mur? C'est quoi ton avis là-dessus? Je sais pas si j'ai un avis très clair, déjà parce que moi-même j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien et le grappling en 2001, donc là ça va faire bientôt 20 ans. Déjà, moi il y a mon parcours, donc, mais moi j'ai perdu beaucoup de temps avec ça justement. J'ai perdu beaucoup de temps avec ça parce qu'il y avait ces insécurités-là, le temps de voir toutes ces insécurités, de dire mais pourquoi en fait je veux m'opposer? Parce que je veux me sentir, et si plutôt que de me sentir dans l'opposition à l'autre, je me contentais de me sentir en fait. Et où très souvent les gens confondent se battre contre l'autre et aller pour soi. Et c'est un recadrage qui a l'air très simple, mais en fait ça change, ça façonne toute une pratique martiale. Tu pourrais développer, ouais, justement un peu parce que... Bah oui,
Ça renvoie directement aux travaux de René Girard qui me sont chers, hein, qui est un anthropologue du christianisme notamment, et il y a des liens entre systéma et christianisme qui sont très très forts. Hein. Et où c'est justement, il y a des gens comme ça qui n'arrivent à se sentir que dans l'opposition à ce qu'on appelle une mimésis, c'est-à-dire un double maléfique. En gros, quelqu'un qui est suffisamment proche de moi pour me dire ouais on est un peu pareil, mais qui est suffisamment différent pour que si je le bats, je me dise haha c'est moi le plus fort quoi en gros. Et donc beaucoup de gens au niveau même psychologique, hein, socio-psychologique, se sont construits comme ça, je sais pas, en tabassant leurs petits frères ou avec leur bande de potes, etc. Et où en fait la pratique des arts martiaux ou des sports de combat n'est que le prolongement de cette construction psychique. Bon, ça n'a pas que des inconvénients, hein, ça fait des gens qui sont durs au mal, ça fait des gens qui savent se focus sur quelque chose, etc. Ça développe plein de qualités, hein, ça c'est très clair. Et malheureusement, ça crée aussi des zones d'ombre, des taches aveugles. Et ce sont ces taches aveugles qui vont faire qu'après, quand ils vont voir le systéma, ils vont se dire, y a un truc que je comprends pas. Et même si on leur met des patates qu'ils n'arrivent pas à toucher, qu'ils s'en prennent, qu'ils n'arrivent pas à en redonner, ils vont dire, ouais, mais bon. Et ça, c'est terrible, parce qu'en fait, ça renvoie à un manque de foi. Parce que quand on a vécu, mais ça il faudrait rentrer vraiment dans toute la psychologie, mais quand on a vécu dans des univers pas sécurisants, stressants, dans lesquels on mangeait pas à sa faim, il fallait se battre pour survivre, il y avait une forme de violence psychologique, voire physique, et ben le gamin il se blinde. Il se blinde pour survivre. Et donc du coup quand il voit des gars comme ça qui sont très très forts et tout, avec les abdos saillants, qui sont des gladiateurs en fait, il se dit ah oui voilà celui-là on va pas le tuer, donc ils ont envie de faire ça. Et c'est respectable. Ce qui se passe juste, c'est que quand on voit du systéma, on comprend pas. Parce qu'en systéma, l'image de la force, elle est relâchée. Le combat, il est un combat gagné, c'est un combat qui est pas forcément... qui peut éventuellement, effectivement, passer par quelques coups de poing, mais ou pas. Enfin, c'est beaucoup plus mouvant, c'est moins clair. Et voilà, et ça m'évoque irrésistiblement la vidéo que Greg MMA avait fait avec mon ami Léo Tamaki, où il était là, il dit genre... Et où Léo avait fait quelque chose de tout à fait très systéma compatible, si j'ose dire, dans l'esprit en tout cas. D'accord, en fait, oui, en fait, le besoin de clarté peut nous guider dans une certaine direction, alors que en systéma, il y a plus, en effet, un art de mystification, de disparaître, enfin quelque chose qui est... C'est l'art de l'avantage, en fait. La mystification, l'art de pas être à l'endroit où l'autre attend, de la façon dont il attend, etc., ça fait partie de l'art martial. Et par définition, le sport de combat ne rentre pas là-dedans, puisque la définition du sport de combat, c'est qu'on est d'accord sur un cadre commun. Or, la définition des arts martiaux et de la self-défense, c'est qu'on n'est pas d'accord sur un cadre commun. Encore que dans les batailles, il y avait rendez-vous demain avec tes 1000 hommes et les miens dans la plaine, on va voir qui est le meilleur. Ok, ça c'est une forme de convention, mais c'est borderline, quoi, c'est limite. Ouais, puis l'histoire est pleine justement d'histoires de gars qui disaient ok demain, puis qui arrivaient aujourd'hui. Exactement, voilà, qui attaquaient pendant la nuit, etc. Enfin, c'est classique, c'est totalement classique. Et c'est ça, en fait, les arts martiaux et les arts de survie, en fait. Le systéma, et c'est un art de survie, plus qu'une self-défense ou qu'un art martial. C'est aussi l'art soi-même de survivre quand on est blessé, vieux, malade, fatigué, etc. et de réussir à trouver les angles morts, en fait. Au-delà du potentiel conflit de conditionnement entre deux pratiques, c'est aussi peut-être pas les mêmes besoins qu'on va aller rechercher au systéma que... Parce qu'il n'y a pas que le besoin de se battre, peut-être dans les sports de combat, il y a peut-être aussi le besoin d'être reconnu, il y a peut-être... Il y a plein de besoins, et à ce titre-là, les sports de combat sont très très respectables. Dans le systéma, on a eu plein de gens d'ailleurs qui ont essayé, que ce soit des experts internationaux, ou même des gens en France qui essayent comme ça de faire un systéma un peu MMA. De temps en temps, ils mettent les gants, ils mettent les protège-dents, etc. Je l'ai fait moi-même, hein, donc je vais pas... Voilà. Mais souvent, ça fait plafonner en fait le niveau de travail, parce que mettre des gants et y aller de temps en temps, ça fait partie de la méthode. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est de mettre les gants et y aller pour se blinder psychiquement. Ça fait pas partie de la méthode. Donc ça dépend de l'intentionnalité qu'on met. Et malheureusement, la plupart du temps, quand je vois des systémos faire ça, souvent ça fait une espèce de mauvais free fight, parce qu'ils sont plus détendus, mais ils n'ont pas les angles d'un bon boxeur, d'un bon kickboxer, voilà. Et donc du coup c'est une espèce de perte d'énergie pour gens qui veulent pas y aller. Et à ce niveau-là, du coup ouais, je rejoins des gars comme Diabaté quand ils disent ah ouais les mecs vous pourriez même pas faire l'échauffement chez nous, etc. Ouais. Donc il y a un côté de j'y vais mais j'y vais pas quoi. Donc ça c'est une division intérieure. C'est est-ce que j'ai envie d'aller à un endroit, on en parlait ce soir à l'entraînement. Il y a quelqu'un qui dit ah ouais mais prendre des coups je sais pas, je dis bah oui mais c'est un art martial hein, les gens, donc si vous voulez avoir un niveau, voilà ça fait partie. Par contre y aller en douceur, progressivement, avec des exercices amener tout en douceur, et puis prendre le temps qu'il nous faut, pas de problème. Par contre à un moment donné ce sera au programme. Même Vladimir Vassiliev qui le dit lui-même dans un de ses livres où en fait il parle avec son professeur qui lui dit mais en tant qu'artiste martiaux on devra faire l'expérience de la douleur.
Voilà. Ou alors, au moins, il faut savoir qu'on essaye juste de s'entretenir et pas avoir de prétention. Dans ce cas-là, pas de problème. Faut nous parler justement un peu de chrétienté, du lien, parce que finalement, on découvre aussi avec le systéma que le christianisme derrière n'est pas vraiment l'église romaine qu'on a connue nous en France, catholique. C'est pas la même vision des choses, et c'est une autre mentalité qui peut être très exotique, on va dire. J'ai mis longtemps avant de faire le lien entre effectivement des aspects qui relèvent de la foi, de la chrétienté et le systéma. Aujourd'hui, je comprends vraiment à quel point c'est lié et même indissociable. Par exemple, au séminaire, il y avait comme ça deux débutants qui travaillaient ensemble à un moment, et ils me voyaient, ils me disaient est-ce que c'est ça l'exercice, etc. Et franchement, ils le faisaient bien. Mais malgré le fait qu'ils le faisaient bien, ils venaient chercher chez moi, parce que j'étais soi-disant plus ancien ou quoi, une espèce de validation, confirmation du fait qu'ils faisaient bien. Alors que objectivement, ils le faisaient bien. Et donc en fait, à cet endroit-là, ils ne se faisaient pas confiance ni à eux à l'intérieur, ni à la relation. Et c'est ça le systéma. Le systéma, c'est rester dans la situation et de pas sortir. Très souvent, psychiquement, les gens ils rentrent comme ça dans des transes de dissociation où ils s'observent pour vérifier qu'ils sont bons avant de retourner dedans. Ça crée une fragmentation du psychisme. On divise le psychisme en deux. Il y a celui qui fait et celui qui observe et qui vérifie. Et cette dualité-là, qui est diabolique, qui coupe en deux, justement, la chrétienté, c'est justement réunifier ça. Donc c'est réunifier pour avoir un mouvement continu. Dans les piliers du système, un des piliers, c'est le mouvement. Un autre pilier, c'est l'intégrité, la structure. Donc ça veut dire de ne pas se fragmenter en parties. On peut le prendre au niveau physique, mais on peut le prendre aussi au niveau psycho-émotionnel, et on peut aussi le prendre au niveau spirituel. Et donc c'est d'avoir un psychisme qui observe la situation comme un, pas comme deux, comme un. C'est pour ça que quand on frappe les gens, on veut garder le cœur ouvert, on veut garder une connexion émotionnelle. Et non pas rentrer dans des approches de self-défense un peu paranoïdes, de type l'ennemi arrive, etc. Moi j'avais fait des stages comme ça de self-défense, où je me souviens d'une nana comme ça, une Belge, je travaillais, l'exercice c'était on se croise, on se bouscule, et on devait apprendre à regarder et à dire « Oh ok, t'es à mettre les mains pour se protéger d'un éventuel coup qui part tout de suite. » Mais la personne, elle me regardait, elle me disait genre « C'est bon, tu vois !» Et elle m'excitait tellement, il y avait la peur qui suintait, il y avait un truc qui disait « Non, et elle vivait dans une espèce de monde de paranoïa, d'ennemis, de choses comme ça. Et ça, outre le fait que c'est pas bon pour la santé psychique et même physique, parce que ça fait monter la pression artérielle, le but du systéma, c'est quand on frappe de garder le cœur ouvert, pour garder le sentiment total d'unité du monde. De ne pas le couper, de ne pas le fragmenter. Et ça, c'est très difficile à comprendre pour des gens qui vivent dans l'idéologie du siècle, qui est une idéologie dans laquelle on segmente les choses et on les atomise pour mieux les comprendre. Parce que c'est ça la démarche scientifique, c'est faire des cases, c'est atomiser les choses pour les comprendre. Et c'est formidable, c'est très respectable aussi. Mais ça entraîne une surspécialisation du cerveau qui peut rendre très difficile le fait de comprendre, d'appréhender les choses au-delà du conflit mimétique. Ce que mon ami Rio appelait asymmetrical response, c'est-à-dire le fait de ne pas répondre au même niveau. Quand tu regardes l'abîme te regarde aussi, de ne pas se transformer soi-même en monstre par peur des monstres, mais de rester soi-même, connecté à l'autre et connecté à l'unité du monde. Et là, on a le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui ne font qu'un, etc. Et ce que j'aime avec le systéma, c'est qu'on peut le vivre et l'incarner de façon incroyablement pragmatique. Parce que quand quelqu'un vient, te frappe en plein contact, les trucs un peu ésotérico-biocosmiques, schmuck, machin, spirituel, machin, bah là, tu vois tout de suite si t'es dans le temps ou pas dans le temps, et c'est très clair. Ouais, ou alors si on voulait reprendre une métaphore scientifique, peut-être pour les gens que ça inquiéterait d'entendre parler de religion, c'est en fait le manque de foi, c'est vouloir faire d'un système ouvert un système fermé et contrôlable. Alors que par essence, c'est impossible. Oui, on veut rendre à César ce qui est à Dieu. C'est ça. C'est quand, là encore, la problématique, c'est l'absence de foi. C'est-à-dire qu'en fait, en soi, la religion ne devrait pas nous faire peur. Ce qui fait peur, c'est pas la présence de religion, c'est l'absence de discernement. Ce qu'on appelle l'obscurantisme. Mais tu peux tout à fait vivre une vie spirituelle, etc., à partir du moment où tu as du discernement. Et à partir du moment où en fait, tu ne rentres pas dans le conflit mimétique. Ce qui fait peur à tout le monde dans le mot religion, c'est le fait qu'il y a les bons et il y a les mauvais, les infidèles qu'il faut tuer, etc. Ça, c'est un conflit mimétique, justement. Il y a une dualité, et nous, on est du bon côté, et c'est, voilà, alors ça, effectivement, c'est une connerie. Mais le propos même du christianisme, c'est ce qu'a expliqué René Girard, c'est justement de résoudre ça et d'aller au-delà. Donc en fait, voilà, à partir du moment où on a dit ça, pourquoi est-ce que ce serait inquiétant ?
Tu nous parles de René Girard. Pour des gens qui auraient envie de creuser un peu plus la pensée de cet auteur, si tu avais un livre à conseiller pour rentrer un peu dedans Des choses cachées depuis la fondation du monde. Ok. Voilà. Ou sinon, vous allez voir sur la chaîne Hypnomachie, la vidéo 32, vous reverrez ma tête dans un autre contexte que le Systéma, et voilà, si ça vous intéresse. On a vu Mikhail Ryabko fouetter des gens et faire d'autres types de travail assez subtil. Et moi j'ai vu passer des commentaires sur les réseaux sociaux qui disaient alors bullshit, ou ces gens sont des masochistes et lui est un sadique et tout. Moi c'est pas l'expérience que j'ai ressentie en étant sur place, mais c'est vrai que c'était un travail qui était assez subtil et toi-même tu m'as donné un éclairage dessus que j'ai trouvé intéressant si tu voulais partager. Ouais, ça a fait pas mal jaser sur les réseaux sociaux, effectivement. Il y a eu plusieurs professeurs qui sont venus me voir, genre mais c'est n'importe quoi ce qu'il fait, etc. Donc ouais, j'avais aussi envie dans cette vidéo de revenir un peu là-dessus et d'apporter au moins mon éclairage. Après, vous pouvez dire dans les commentaires si vous l'avez vécu autrement, vous avez d'autres choses à voir, mais en gros, Michael a proposé à des gens de s'allonger, s'est mis à les fouetter. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est déjà que je connaissais un certain nombre de gens qui se faisaient fouetter. Je les connaissais très bien. Pas tous, bien sûr. Toi-même, tu y as eu droit. En fait, c'est une façon de normaliser le système sympathique et le système parasympathique. Et ça, c'est fondamental en Systéma, c'est d'apprendre par le biais de la conscience et de la respiration, d'apprendre à gérer justement toute sa biologie, parce que c'est cette biologie qui va nous créer du stress et qui va après nous faire perdre notre lucidité. Et dans les situations de stress, c'est très important d'être lucide. Hein. L'autre jour, moi j'ai eu le feu, il a fallu que je gère des trucs avec de la fumée de partout, alors que je faisais machin, je peux vous dire que là, la lucidité d'esprit dans ce genre de moment, c'est extrêmement important, et donc au final, j'ai pu éteindre l'incendie. Mais ouais, c'était... bref, ça c'est la parenthèse. Donc il a allongé des gens comme ça, déjà c'était que des volontaires, donc ça c'est un premier point. Donc c'est qu'il n'y a pas de violence proactive vis-à-vis de qui que ce soit. Et en fait, la première personne qui est venue, je le connais très bien, c'est quelqu'un qui a tendance à réagir au stress par l'agressivité. Hein. Le biologiste Henri Laborie a bien mis en évidence que nous réagissons donc au stress par agressivité, fuite ou inhibition, etc. Bon. La première personne réagissait par l'agressivité. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un stress, il avait tendance à mettre une armure de tension, à serrer les dents et à y aller. Et à y aller en mode je lâche pas l'affaire, je me transforme en pitbull et je m'accroche. Et là, Michael a commencé à le frapper au fouet, ce qui fait que plus ça allait, armure de muscle contre fouet, c'est quand même fouet qui gagne. Hein. Donc il l'a fouetté 2, 3, 4, jusqu'au bout d'un moment où l'armure s'est morcelée et où le gars a été obligé de lâcher et de dire ok, le fouet est plus fort que moi. Et il se trouve que c'était un gars qui psychologiquement avait besoin d'être contenu, de montrer que son armure n'était pas toute puissante. Et dès qu'il a lâché, Michael a arrêté de le fouetter. À l'instant où il a arrêté de lâcher, où il a lâché, Michael a arrêté de fouetter. Après, il y a eu un jeune homme que je ne connaissais pas, mais où j'ai tout de suite vu physiquement qu'il réagissait au stress par la fuite. C'est-à-dire que Michael l'a fouetté une fois, et il s'est mis à faire plein de tours sur lui-même. Comme pour essayer de faire circuler la douleur. Le problème, c'est qu'à force de bouger, il faisait circuler la douleur dans son corps, mais la douleur ne sortait pas du corps. Et au bout d'un moment, il a dû se rassembler pour que la douleur puisse s'évacuer, partir dans le sol, etc. Donc là encore, il a normalisé son système, et après, il y avait une nana que je connaissais pas non plus, il a commencé à la fouetter, elle s'est mise à pas bouger, elle s'inhibait. Il l'a fouettée, moins fort que les autres d'ailleurs, et il l'a fouettée jusqu'à ce qu'elle se dise « Ah mais mince, il faut que je bouge, il faut que je me déplace !» Et au moment où elle a compris ça, il a arrêté de la fouetter. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que toi qui as l'habitude de ce type de travail, de normalisation psychobiologique qu'on peut faire ensemble au dojo, tu t'es allongé, il t'a fouetté une fois, t'as fait tu t'es normalisé et il n'a pas besoin d'en mettre un deuxième. Et d'ailleurs, il n'en a pas mis un deuxième. Voilà. Oui, il a respecté complètement ma demande, mon état. Pour les gens qui disaient qu'il y avait des masochistes. Voilà, non, il n'y a que des gens qui mettent du temps à comprendre ce que c'est qu'un état psychobiologique normalisé. Donc après, le temps qu'ils comprennent, ça peut faire... Et plus il y a de la résistance, plus ça va faire mal. Par définition, ouais. Et ça, c'est très russe dans l'esprit. C'est le côté, tu vas te détendre, sinon tu vas apprendre par toi-même que ça fait mal. Donc, voilà, moi tu me connais, hein, en cours, j'explique une fois, une deuxième fois, puis après, troisième fois, ok, je passe à la méthode un peu plus russe. Oui, je pense que ça peut être intéressant d'ailleurs pour nos auditeurs, parce qu'en fait, la réponse fuite, agressivité ou inhibition, c'est ce qui va arriver, c'est notre réponse automatique, on va dire, face à un gros stress. Voilà. Et le Systéma va chercher à nous donner un autre choix que cette réponse automatique, ouais. Sachant qu'elle est toujours là en backup et que de toute façon, au-delà, il y aura toujours un niveau où elle ressortira parce que on pourra plus faire autrement, mais bon, il y a un niveau où on meurt aussi.
mais que en tout cas le système vise à développer aussi autre chose à côté de ça. On veut essayer de rester humain, on veut essayer de garder le néocortex branché, ce qui nous différencie des mammifères, bon, on va dire ça pour simplifier le propos. Voilà, mais on veut essayer de garder nos fonctions supérieures justement bien irriguées, le cerveau bien irrigué en situation de stress, pour éviter l'effet tunnel, pour éviter justement, parce que quelqu'un à partir du moment où on sait qu'il a tendance à fuir ou à agresser sous stress, il est très facile à manipuler. Hein. Dans certains combats, je pense, de kickboxing, etc., on a vu des compétiteurs qui étaient un peu sous-polais, d'avoir quelqu'un qui était là, qui commençait et la pousser à la faute, pénalité, disqualifié, hop là, etc. C'est facile, et ça, dans l'art de l'avantage, c'est pas bon, ça veut dire qu'on est contrôlable, qu'on est manipulable. Mikhail Ryabko, effectivement, avait montré des choses, alors... beaucoup de gens... Tu te parles de manipulable, en fait, c'est le mot que tu as utilisé, si on est manipulable, on perd l'avantage, dans un contexte martial. Pas forcément. Ça dépend de ce qu'on appelle manipulable. Mais en tout cas, attends, je voudrais juste finir sur la deuxième partie de ta question. Mikhail Ryabko a montré comme ça des façons d'orienter l'émotion des gens quand ils viennent sur nous. Et ça, c'était très intéressant parce qu'il y a eu plein de gens qui ont dit « Oui, mais bon, si je te rentre dessus avec une forte volonté, en étant bien rassemblé, avec une envie de te mettre la tête au carré, je ne vais pas me laisser hypnotiser. » Oui, juste oui. J'ai fait une vidéo là-dessus qui s'appelle Les secrets du non-contact, analyse critique du non-contact sur Hypnomachie, vous pourrez la retrouver facilement, qui explique en détail comment tout ça, ça marche. Oui, on va être clair, quelqu'un qui rentre, qui fait paf, on ne peut pas le manipuler comme ça. Mais, pour se blinder de l'influence subtile de la maîtrise des émotions, ça demande de créer, de se couper de ses émotions et de dire j'y vais, quoi qu'il se passe. C'est-à-dire j'arrête de prendre en compte les indications qu'il y a en face, et j'y vais. Mais c'est attaquer de façon extrêmement vulnérable. Qui, dans un combat au chaos, a envie d'attaquer sans être sensitif vis-à-vis de la personne d'en face? Regardez les boxeurs ou en MMA, ils sont là, ils se cherchent comme des ombres, ils se ta. Tout ça, c'est un travail de sensibilité. Donc c'est bien que c'est intéressant de savoir faire ça. Et là-dessus, il y a un vrai problème, là encore, épistémologique, qui est le problème qui consiste à dire, mais ta défense contre saisie, là, si je te saisis pas, elle marche pas? Ben non. Mais ta défense contre étranglement, si je l'étranglement, elle marche pas? Ben non. Et le fait que tu travailles sur ma sensibilité, si je me coupe émotionnellement, ça marche pas? Ben non. Sauf que personne n'a jamais dit dans un stage, comme moi je l'ai jamais vu en 30 ans d'arts martiaux, quelqu'un dire « Ouais mais ta défense contre saisie, si je te saisis pas, hein. » Donc c'est intéressant parce que c'est comme si la sensitivité émotionnelle, la sensibilité, était un sujet tabou, et que lui il arrivait et qu'il mettait les pieds dans le plat. Et qui faisait péter le tabou. Et c'est hyper intéressant, d'un point de vue de ce que je disais tout à l'heure sur la chrétienté. Parce que le fait que ce soit tabou, ça veut dire qu'on est dans une logique sacrificielle, ça veut dire qu'on a viré ça du « non, la sensibilité c'est pas bon, il y a que ce qui est rationnel et carré qui existe dans la vie, le reste c'est du bullshit ». Mais oui, mais sauf que ça, c'est pas ça le mindset du système. Le mindset du système, c'est de sortir du conflit mimétique et de dire « bon, ok », et simplement d'écouter qu'est-ce qu'il a à nous proposer. Et de ce point de vue-là, c'est très très valable. Et c'est très très valable même dans un contexte d'opposition au chaos. Parce que ça développe des qualités qui sont transposables. Mais pour ça, ça demande déjà de vider sa tasse, comme diraient justement les histoires traditionnelles, et de voir qu'est-ce que Mikhail avait à proposer là-dessus. Ouais, c'est intéressant, ça valait le coup que tu en parles en plus, parce que je sais que une autre partie de ton travail concerne justement l'hypnose et la défense contre l'hypnose, donc je sais que tu es sensible à ça. Mais en fait, c'est l'histoire du et du ou qui t'est cher. C'est pas hypnose ou conscience, c'est hypnose et conscience. Voilà, et c'est pas hypnose ou contact, ouais. C'est hypnose et contact. Oui, dans le sens, si les gens payent pour voir ce que Ryabko a donné, ils prendront cher. Ils prendront cher là-dessus. Et moi, ça m'est déjà arrivé dans du travail avec des casques à bulles et des protège-dents, des gants et du plein contact, d'utiliser des notions comme ça. Je m'en souviens justement, je travaillais il y a ça me rajeunit pas, avec mon prof de jiu-jitsu brésilien comme ça, on s'était mis des casques. Et à un moment donné, lui s'attendait à un combat comme ça, vraiment de face à face. Et ben moi, je continuais à faire ce que je faisais. Et ben, comme il est beaucoup plus grand, beaucoup plus baraqué que moi, etc., je commençais à me déplacer vers la porte de sortie. Et là-dessus, je me souviens qu'il a commencé à comprendre que j'avais envie de sortir, donc du coup, il avait la moitié de son attention sur moi, la moitié sur la porte de sortie. Et là, je lui ai rentré dedans, au moment où il était plus 100% sur moi, mais 50% seulement sur moi. Et c'est ça, l'art de l'avantage. Et c'est là où travailler sur l'émotion, c'est très très utile, c'est très très intéressant. Donc il faut vraiment être bloqué dans un cadre de combat accepté pour ne pas comprendre ça.
Et malheureusement, beaucoup de gens n'arrivent pas à concevoir la vie en plusieurs dimensions et ils se disent ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et c'est une propriété du cerveau limbique mais pas du néocortex. Normalement le néocortex est capable de mettre de la nuance et de dire du point de vue xiste telle chose est intéressante, du point de vue yxiste moins, etc. Et de développer de la nuance tout simplement. Pour ce qui est de dire un tel c'est des charlots, etc., il faut bien comprendre que si on est bien dans sa peau, a priori on n'a pas besoin de dénigrer autrui. Dénigrer autrui, c'est comme disait Henri Play, il disait les gros chiens n'aboient pas sur les petits. C'est qu'à un endroit, il y a une insécurité qui est de dire justement en fait j'ai peur pour ma vie, c'est pour ça que je me blinde, et ces gens-là n'ont pas l'air d'avoir peur. Comment ils font ? Je le comprends pas. Parce que si j'ai peur et que je suis noyauté par la peur, je comprends pas la vie de quelqu'un qui a lâché prise. Par définition, parce que je suis dans le contrôle. Et donc ces gens-là s'autorisent ce que je m'interdis, ça me fait un miroir déformant, et donc du coup il faut que je les détruise pour pas que je vois à quel point je me suis aliéné de moi-même. Et c'est terrible. Ça me fait penser, tu parlais, tu sais, souvent de biais de présentéisme, parce qu'en fait on voit ce qui est là et ce qui est pas là, mais en fait ce qui est là, c'est j'ai peur pour ma vie, mais parce qu'au fond je m'aime en fait. Voilà, c'est ça. Donc en fait il n'y a pas de problème. C'est ça, mais sauf que ça ils l'ont pas encore réalisé, et c'est ça que j'appelle être pour soi et être contre l'autre. C'est tant qu'on est contre l'autre et qu'on se dit je l'ai battu, on n'est pas en train de se dire j'aime la vie et j'aime ma vie. Et alors que quand on est pour soi, on se dit juste j'aime la vie et j'aime ma vie, à partir de là j'ai pas besoin d'aller soumettre quelqu'un d'autre pour exister en fait. C'est pas pour rien que c'est les petits chefs, tu sais, les petits manipulateurs qui veulent avoir du pouvoir pour se sentir exister. En fait, dans le fond, ils sont malheureux ces gens-là. Ouais. Les plus grands experts de Systema avec qui j'ai étudié ont tous un respect pour la dangerosité d'un boxeur, d'un bon lutteur. Ils savent très bien ce qu'ils ont en face et voilà, il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, j'ai remarqué que chez des gens d'un certain niveau, il n'y avait pas cette idée de dire nous on est mieux et l'autre est moins bien finalement. C'est un manque d'expérience en fait. Ça, c'est des... Se raconter que nous on est les meilleurs et que les autres c'est des mauvais, c'est que déjà on n'est jamais allé les voir, parce que si on est les voir en général, il y a un truc très concret, tu dis ah ouais, peut-être un truc à apprendre de toi quand même. Donc ça c'est de base, c'est une question d'attitude. Ensuite c'est un état d'esprit que je trouve personnellement dommage, parce que quand bien même... moi il m'est arrivé tout à l'heure, c'est moi ton professeur, et pourtant tout à l'heure tu m'as montré un coup de genou avec un angle et un truc, je dis ah c'est bien, etc. L'idée c'est pas de se dire qu'on est le meilleur du monde, l'idée c'est toutes les semaines je suis comme élève chez d'autres profs de Paris, même des gens qui ont commencé des années après moi, mais peu importe. Ce qui compte c'est qu'est-ce que je peux apprendre à un moment donné, c'est ça qui est important. Sinon on n'est que en train de fuir ces insécurités, autant faire une thérapie quoi. Enfin, je pense que ce sera plus efficace, justement, pour les gens qui veulent de l'efficacité, à mon avis. J'espère que ça aura, en tout cas, plu à nos auditeurs et ça les aura nourris. Moi, tu m'as même, là, apporté des choses, on n'avait jamais parlé, mais... Qu'est-ce que ça t'a apporté, ça? Vas-y. C'est notamment quand tu disais, voir la situation en étant un avec, c'est vrai que en fait, ça va contre l'idée de faire. Oui. Faire quelque chose, et en même temps, ça rejoint ce que tu disais sur le christianisme, où en fait... ça casse tous les tabous sur lesquels sont basées notre société, un peu, à un endroit, enfin... Mais parce que faire et être, c'est des mots. Tu sais, on dit il y a faire, il y a être. Et oui, c'est encore deux, ouais. Comme on les a nommés différemment, on se raconte une histoire comme quoi c'est pas la même chose. Mais en fait, réellement, si on est aligné avec soi, faire et être, c'est la même chose. Et avoir. Avoir, et ressentir, et tout ce que tu veux. À un endroit, tout est un. Et ça, c'est un endroit, ça c'est quelque chose... C'est pas une théorie, c'est très facile de philosopher, tout est un, blablabla, non-dualité, machin chose, etc. Puis dès qu'on te met une patate, ça fout le camp. Le tout, c'est d'essayer de voir jusqu'à quel niveau on peut le faire vivre dans la matière, jusqu'à quel niveau de pression. et si on n'arrive pas à le faire vivre à des niveaux de pression extrêmement élevés, c'est ok. Simplement, on connaît sa limite, et là, on repart sur le connais-toi toi-même. Mais à partir du moment où tu vois que tu es Dieu, connais-toi toi-même, c'est connais Dieu, Dieu te connaît, il n'y a plus de différence nulle part. Tu vois, c'est des... J'en parlais là dans un interview que j'ai mis sur mon autre chaîne, justement Hypnomachie, et où ça m'est déjà arrivé des fois de m'entraîner dans des salles, mais de ne pas savoir si c'était moi qui m'entraînais, si c'était le systéma qui s'entraînait au travers de moi, des choses comme ça, où les frontières sont poreuses. Il ne s'agit pas de devenir psychotique, hein, il s'agit juste de réaliser la relativité de ces notions-là, mais de façon très concrète. Et ça peut amener à des niveaux un peu élevés, à des perceptions extrêmement fines,
quand on travaille les yeux fermés, des choses comme ça. Mais des fois, moi j'ai eu des entraînements, des trucs, mais qu'on a filmé, en plus on a des vidéos comme ça. Des choses, c'est incroyable, c'est vraiment juste, la personne elle fait ça, le point il passe comme ça, tu vois, c'est pas des gestes polyvalents que la personne fait. Il y a une forme de foi, il y a une forme de foi. C'est. Ouais, il y a une Si on veut que ça marche pas, ça ne marchera pas. En tout cas, attention, parce que là, il y a quelque chose d'un peu pré-rationnel dans la formulation. Je dis pas que c'est ce que tu dis, mais la formulation m'inquiète, dans le sens où... ah oui, non, je te parlais pas en sens loi, ouais, non, pas en sens loi de l'attraction, mais dans le sens où inconsciemment, on peut se créer soi-même le truc de se dire, je suis par exemple inapte à me défendre, donc si on me bande les yeux et qu'on commence à m'attaquer, en fait, j'ai tellement intégré cette croyance que je vais me friser ou pas bouger. Voilà. Et on va essayer de maintenir son modèle du monde parce que c'est moins coûteux cognitivement et que par définition, la foi est quelque chose d'extrêmement coûteux cognitivement. Parce que la foi, c'est d'aller là où on est en train de trembler et d'aller faire autre chose que tout ce qui nous a sauvés jusqu'à présent. Donc par définition, ça nous demande une dose de glucose gigantesque. Toute notre biologie a envie de garder cette glucose en réserve. C'est un vieux truc animal de dire non, on sait jamais s'il y a des prédateurs, s'il y a des trucs quand même, alors que ça nous libère, et ça nous libère concrètement dans la vie, ça libère le mouvement, et ça libère le mouvement même dans des situations de plein contact. Et ça, c'est un paradigme qui est complètement différent du paradigme de toutes les autres disciplines que j'ai vues, à part peut-être l'aïkido qui est assez proche d'un point de vue théorique, on va dire, mais je connais peu d'aïkidoka qui pratiquent concrètement comme ça au dojo, encore que j'ai quelques amis dont j'estime vraiment la pratique, mais ils sont hélas une minorité là-dedans. Ouais. Super, bah écoute, merci pour toutes ces réponses. Moi j'en ai eu plus que pour mes questions. On salue les internautes qui seront restés jusqu'au bout. Et ben merci à toi pour cette interview. Voilà, en tout cas, si cette interview vous a amené d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, si vous avez envie de venir me voir, donc les portes du dojo de Ville d'Avray dans le 92 sont ouvertes. Tous les étés, je co-anime avec David Dumas, qui est enseignant à Paris 13, à la Bibliothèque François Mitterrand. Nous animons ensemble un séminaire intensif de systéma d'une semaine, donc 42 heures de pratique sur une semaine, hein, donc c'est bien... bien musclé, voilà, ça peut être l'occasion d'aller un petit peu plus loin. Un autre prof de systéma qu'on salue, qui est dans le 18e arrondissement, qui disait en fait, quand vous avez l'initiative, vous pouvez penser, mais quand vous ne l'avez pas, vous devez être sur vous. Il y a l'idée de survie, ça sonne presque pareil à l'oreille. Au bout d'un moment, tu ne peux pas ne pas avoir l'initiative en fait. Tu n'as pas l'initiative que si tu la laisses à l'autre. C'est exactement comme dans toutes ces histoires tu sais, les féministes qui disaient ah, l'homme il m'interrompt, il me coupe la parole. Mais personne n'a le pouvoir de te couper la parole. C'est clair. Si tu parles, quelqu'un parle, tu continues de parler. Ça dépend que de moi. Donc je ne peux pas ne pas avoir l'initiative. C'est pas possible. Si je perds l'initiative, c'est que j'ai été fasciné par l'autre et que je suis re-rentré dans un conflit mimétique. Je rejoue quelque chose. Je rejoue quelque chose et je reconnais que l'autre en fait est plus fort que moi et est en train de gagner le truc. Donc je valide mon existence quelque part, cette souffrance de dire il y a plus fort que moi, on m'écrase. Voilà, et je rejoue un rôle dans lequel je suis dominé, etc. Voilà, et c'est pour ça qu'on fait justement de l'empowerment. Et que c'est très différent de faire de l'empowerment et de gagner des compétitions. C'est pas la même chose. L'idée de l'empowerment, c'est de dire, peu importe... Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des fois des combats comme ça avec des gens qui pratiquent pas forcément, et je pense notamment avec des femmes qui peuvent être des vraies furies des fois, parce qu'elles sont pas soumises aux mêmes règles rituelles que les gens dans un dojo de MMA et où tu les prends en clé de bras, etc. Elles commencent à te mordre le mollet, à te griffer les orteils, et ben elles se lâchent pas. Donc elles ont choisi de dire, même si elles ont le coude en hyper extension, ouais, tu vas me prendre le coude, mais moi je vais tellement te lacérer le truc que ok, on y va. Elle paye pour voir en fait. Et c'est martialement correct. Et ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Donc c'est non. L'autre n'a pas le pouvoir de nous faire perdre l'initiative. Hein. Ça vient une nana qui s'appelle Byron Katie comme ça, qui racontait l'histoire à un moment donné d'un jeune homme comme ça qui lui avait sorti un flingue et qui l'avait menacé au flingue, et où elle avait fait des trucs genre ok, c'est un beau jour pour mourir, très bien, allons-y. Et elle était elle avait gardé l'initiative. Bon, au final, le gars n'a pas tiré. Mais non, la peur est une émotion qui ne dépend que de nous. Elle l'a vu, en fait. Voilà. C'est-à-dire que, la peur ne dépend pas que de nous. C'est pas en notre pouvoir d'avoir peur ou non. Par contre, c'est en notre pouvoir de laisser la peur prendre toute la place. Et ça, c'est ce qu'on va travailler au système. Vous avez des gens qui vont venir genre...
Ils veulent être sûrs que, voilà, que c'est à bonne distance pour vous maintenir. Dans ces cas-là, il ne faut pas rester comme ça. Si je fais genre... non, non. Ce qui compte, c'est la première chose qui arrive dans ma zone de travail. C'est là-dessus que je dois intervenir. Bon, on ne va pas aller par là, mais sachez qu'il faudra le travailler.